chers amis et collègues présidents et secrétaires généraux des partis politiques alliés, messieurs et mesdames les membres du gouvernement, camarades membres du bureau politique, camarades présidents du groupe parlementaire MPS, chers messieurs et dames membres du cabinet de la présidence de la République, camarades secrétaire général communal pour la ville de N'Djamena et les secrétaires exécutifs des conseils des arrondissements de la ville, distingués invités, mesdames et messieurs, militantes et militants, bonjour. Messieurs et mesdames les journalistes, avant tout propos, permettez-moi de vous adresser mes vifs et sincères remerciements pour votre mobilisation massive à cette rencontre. Cet exercice dont nous avons pris le pli depuis un certain temps nous permet d'échanger directement avec vous, qui êtes les principaux acteurs de rapprochement entre nous les dirigeants et nos populations disséminées dans les 4 coins de notre pays et à l'extérieur. Permettez-moi aussi de saluer la présence dans cette salle de tous ceux qui ont voulu accepter notre invitation, parce que, connaissant les mesures barrières édictées par la contrainte de la pandémie coronavirus, nous vous remercions d'avoir accepté cette invitation. Mesdames et messieurs les journalistes, aujourd'hui nous célébrons la 4e année de l'investiture du maréchal du Tchad, Idriss Déby Itno, élu dès le premier tour de l'élection présidentielle d'avril 2016. Cette brillante élection a été un moment particulièrement émouvant pour notre candidat, car cela démontre l'amour que porte pour lui sa population. Mais surtout, cela témoigne de l'intérêt toujours croissant que les Tchadiens éprouvent pour les actions de l'homme de Bamina. Durant la campagne d'avril 2016, le chef de l'État a tenu à faire le tour du Tchad pour porter personnellement le message de paix, de développement et du progrès au peuple tchadien, afin de consolider les acquis et de se projeter vers un futur radieux. Ces différents messages, relayés par une équipe de campagne très dynamique, ont été entendus et le peuple tchadien a donné son accord massivement pour la continuité. Messieurs et mesdames les journalistes, l'un des premiers engagements du chef de l'État a été la réforme institutionnelle à travers une large consultation des différentes sensibilités des couches sociopolitiques de notre pays. Ces consultations ont été parachevées par l'organisation du Forum national inclusif qui a regroupé les représentants du Tchad dans cette diversité. Par la promulgation de la Constitution de la 4e République, le maréchal du Tchad a donné forme à la volonté populaire. Cette Constitution a permis à notre pays d'amorcer une nouvelle dynamique qui est actuellement en pleine expérimentation et je crois que sa machine est bien huilée. Mais il appartiendra aux experts d'en faire les diagnostics au moment voulu, comme l'a promis le maréchal du Tchad. Sur le plan sécuritaire, le maréchal du Tchad s'était engagé résolument à faire régner l'ordre, la sécurité et la paix en sa qualité de chef suprême des armées. Puisqu'aucune action de développement ne peut se réaliser dans une paix durable, et c'est conscient de la menace qui pèse sur notre pays qu'il a affirmé lors de son investiture le 8 août 2016, je cite, « Le gouvernement sera amené à prendre toutes les mesures qui s'imposent afin de poursuivre la lutte implacable contre le terrorisme partout où il peut menacer notre sécurité ou nos intérêts. » Fin de citation. C'est cet engagement qui s'était concrétisé par l'opération Colère de Bohoma, qui est la résultante d'une provocation de trop des terroristes de Boko Haram. Cette colère nous a permis non seulement de laver l'affront que ces énergumènes à la merci des substances psychotropes ont infligé à nos troupes, mais aussi de faire passer un message à tous les ennemis de la République que le Tchad ne laissera aucune attaque contre son territoire impunie. C'est donc par reconnaissance pour cette forte implication du chef suprême des armées, mais aussi pour valoriser cette importante victoire que la représentation nationale dans son entièreté
a décidé de décerner le titre de maréchal du Tchad à l'homme du 1er décembre 1990. Cette reconnaissance suprême d'un peuple à son chef vaut son pesant en diamants. C'est donc très fier des prouesses de notre président et de notre premier responsable que nous nous tenons aujourd'hui devant vous pour saluer cela et souhaitons que Dieu le préserve aussi longtemps pour voler de victoire en victoire. Certes, ces victoires ne seront pas que militaires. Nous gagnerons des victoires sur le terrain social, sur le terrain politique, sur le terrain économique, etc., etc. Messieurs et mesdames les journalistes, c'est pour mener ce combat sur un autre front que le maréchal du Tchad a décidé de distribuer des milliers de tracteurs aux agriculteurs tchadiens pour les outiller à bien mener cette lutte et de la gagner. Car, pour gagner, il faut se donner les moyens. C'est dans ce cadre que les différents plaidoyers pour la mobilisation des fonds ont permis la mise en place des projets structurants comme le PADELFIT, le PADERG, le PADERB, le PARSAT, etc., etc. Ce sont autant de moyens pour arriver aux objectifs visés dans ce quinquennat qui s'achève. Dans le cadre de l'eau et de l'assainissement, des partenaires comme l'Union européenne et l'AFD ont été constants à nos côtés pour des vastes opérations de dotation de nos zones rurales et urbaines, des forages et châteaux d'eau, afin d'accroître le potentiel d'accès à l'eau potable de nos concitoyens. Des efforts restent bien évidemment à faire pour atteindre les objectifs du millénaire pour le développement dans lequel le Tchad est pleinement engagé à travers le PND, le Plan national du développement. Messieurs et mesdames les journalistes, les femmes et les jeunes ont été l'autre préoccupation du maréchal du Tchad dans ce quinquennat qui s'achève. Des avancées certaines sont réalisées en ce qui concerne les droits des femmes, notamment la loi sur la parité progressive et leur implication à tous les niveaux de prise de décision. Des projets spécifiques ont été lancés pour les finances inclusives en faveur de la femme. C'est le lieu de relever pour le saluer les efforts intenses et soutenus de la Fondation Grand Cœur, qui a été de tous les combats pour l'épanouissement socio-économique de la femme tchadienne. Merci à la Première Dame pour son implication. Pour son implication toujours aussi constante aux côtés du maréchal du Tchad dans cette lutte pour le développement de notre pays. Les jeunes également ont bénéficié de toutes les attentions possibles, dont la dernière en date et non le moindre est la mise en place d'un fonds d'environ 30 milliards de francs CFA pour accompagner les projets structurants de la jeunesse. Aujourd'hui, par leur présence massive au sein du gouvernement, la jeunesse tchadienne est au cœur des centres de prise de décision. Nous saluons cette grande volonté du maréchal du Tchad de bâtir l'avenir de notre pays avec ses principaux bénéficiaires. Messieurs et mesdames les journalistes, comme vous l'aurez compris, dans cet exercice, il n'est point besoin de faire une litanie de chiffres mirabolants et surtout insaisissables pour le commun des mortels, mais c'est plutôt un exercice d'échange et de vérité autour d'un quinquennat qui est quand même émaillé de plusieurs difficultés. À l'instar du monde entier, notre pays faisait face à la baisse drastique du prix du pétrole. Faisant face à la baisse drastique du prix du pétrole, a été frappé de plein fouet par la pandémie du coronavirus qui s'est emparée du monde. Non seulement le pays s'est complètement arrêté de fonctionner, mais le gouvernement était dans l'obligation de mobiliser des ressources additionnelles pour faire face au budget induit dans la lutte contre cette pandémie. Malgré notre volonté d'endiguer ce mal planétaire, la Covid-19 a jeté son lot de désolation dans nos familles. Une fois de plus, il a fallu l'engagement personnel du chef de l'État pour que nos capacités de riposte soient mieux éprouvées et des réponses appropriées soient données. Dieu merci, il y avait eu plus de peur que de mal, même si la résurgence d'une deuxième vague n'est pas totalement exclue. C'est pour moi et pour le MPS l'occasion toute trouvée pour adresser mes sincères condoléances au nom du secrétariat général du MPS et de tous les partis alliés aux familles tchadiennes frappées par cette maladie à l'intérieur et à l'extérieur de notre territoire, dans une communauté au fort relance social et dont l'accompagnement des nôtres à leur dernière demeure est une impérative catégorique. Se séparer ainsi est une épreuve, est une dure épreuve. Je salue aussi la grande mobilisation du personnel de la santé
qui a fait face à cette maladie aux exigences nouvelles avec professionnalisme et dévouement. Merci à vous. Je ne saurais oublier la contribution somme toute très importante des forces de défense et de sécurité qui ont accompagné le personnel de santé dans la mise en œuvre des mesures édictées dans le cadre de la lutte contre cette pandémie. Je salue également le personnel municipal, notamment les équipes de pompes funèbres et les pompiers. Les militants du MPS vous sont reconnaissants. Mesdames et messieurs les journalistes, c'est dans cette situation de marasme économique généralisé que le gouvernement a décidé de rétablir les AGS des fonctionnaires et d'en recruter 20 000 nouveaux. Cet acte hautement salutaire pour la masse laborieuse est un sacrifice supplémentaire du maréchal du Tchad qui est conscient de la situation de manque d'emploi dont souffre la jeunesse de notre pays. Des secteurs vitaux comme la santé ont bénéficié de 109 avec l'intégration des centaines de médecins, des infirmiers et autres personnels techniques de la santé. L'éducation nationale sera aussi fortement concernée par ces recrutements annoncés. Tous les secteurs d'activité se verront renforcés en ressources humaines en nombre, mais surtout qualifiés aux différentes tâches. Sur le plan diplomatique, je voudrais saluer l'aura toujours grandissante que notre pays a développée et continue de maintenir à un haut niveau sur le plan international. Le maréchal du Tchad, Idriss Déby Itno, a hissé notre pays au sommet jamais égalé jusqu'à là. Les Tchadiens dirigent actuellement l'Union africaine, la CAC, et l'une des plus importantes missions des Nations Unies dans le monde, sans compter les nombreuses nominations aux différents postes sur le plan international de nos concitoyens. Pour finir, je voudrais appeler nos militants à se mettre résolument en ordre serré pour assurer une victoire certaine à notre champion lors de la prochaine élection présidentielle qui s'annonce. Je vous remercie pour votre aimable attention. Messieurs et mesdames les journalistes, je suis à votre disposition pour vos éventuelles questions. Monsieur le secrétaire général, j'aimerais savoir comment se démarque le bilan du 5e mandat par rapport au président et est-ce que le président de la République serait candidat aux élections de 2021? Et la seconde question, les réseaux sociaux font partie de la vie politique depuis un certain temps. Quel effet ont-ils sur le bilan du 5e mandat du maréchal du Tchad Idriss Déby Itno? Monsieur le secrétaire, pouvez-vous dire en termes concrets les résultats de ces différents projets sur le monde rural, par exemple? De manière concrète, quels sont les résultats en termes de bilan? Alors, quels sont les plans que vous entendiez sinon à résoudre ces problèmes à l'avenir? Vous avez aussi parlé de fonds mis à la disposition de la jeunesse, qui est estimé à 30 milliards. Monsieur le secrétaire, certaines banques, leurs fonds comprennent lesquels n'ont jamais été saisis, ni par un accord de partenariat officiel pour le financement de ces projets. Qu'en dites-vous? Le 11 mars, pour le 30e anniversaire de la création du MPS, est-ce que vous avez du doute? C'est les militants du MPS et ses alliés qui proposent. Ce n'est pas le président qui se porte candidat à sa succession. C'est nous, les militants du MPS et des partis alliés, qui souhaitons et qui allons nous imposer même à lui, au besoin. Parce que si vous faites la somme, jeune homme, des 30 ans d'existence du MPS, le président était à la tête, je crois que vous faites partie de cette génération-là. Vous vivez dans la paix, vous vivez dans la sécurité. Le nombre des écoles s'est quadruplé. Le nombre des universités, c'est au nombre de nos provinces aujourd'hui, etc., etc. Tout cela est arrivé par la capacité d'exercer le pouvoir d'un homme qui s'appelle Idriss Déby Itno. Et nous ne voyons pas, nous, quel serait l'inconvénient pour qu'il continue. Il sera candidat par la volonté des militants du MPS et de ses alliés. C'est nous qui le proposons, il ne s'est jamais proposé. Et le moment venu, vous l'écouterez. Mais aujourd'hui, solennellement, on vous le dit. S'il y a quelqu'un qui a du doute, bon, il n'a qu'à faire avec. Ensuite,
Le problème des réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, c'est, dans le monde entier, c'est un développement dans le cadre d'éthique. Mais on l'utilise à bon escient. Ici, on l'utilise pour attiser quelquefois de la haine raciale, de la haine ethnique, de la haine communautaire. Nous sommes en train de reculer avec ce problème des réseaux sociaux. Il faudrait que les jeunes prennent conscience. Ça fait partie des libertés, certes, mais chaque liberté, la liberté de quelqu'un s'arrête là où commence la liberté de l'autre. Il faut que ça soit bien quadrillé. Même ceux qui ont inventé les réseaux sociaux ont créé des lois, dont une des lois, c'est sur la cybercriminalité. C'est assimilé à des crimes quelquefois. Et il faudrait bien qu'ici au Tchad aussi, que les gens se rendent compte que désormais le gouvernement va vérifier cela et va mettre des paramètres pour que tout ce qui est réseaux sociaux soit dans les normes qu'on utilise pour le développement, qu'on n'utilise pas pour attiser la haine entre les gens. En ce qui concerne la seconde question, sur le conflit agriculteur-éleveur, depuis que le monde est monde, soit que l'agriculteur lui-même, il est éleveur en même temps, dans sa parcelle, et il a ses plantes, il a ses animaux, et il sait les surveiller, ou en face, il y a des éleveurs, il y a des agriculteurs qui de tout temps ont eu ce conflit-là. Mais il y a des canevas pour arranger tout cela. Avant que le Tchad ne soit une république, ces mêmes populations vivent sur cette terre du Tchad, avec les mêmes caractéristiques. Et nous avons, dans notre hymne national, une grande partie de notre hymne national qui a été enlevée. Je parle sous le contrôle des anciens, où on parle de pasteurs, agriculteurs, éleveurs et pêcheurs. Et que le Tchad doit être un seul grand peuple. Connaissant qu'il y a des éleveurs et des agriculteurs à l'intérieur, ceux qui ont inventé l'hymne national du Tchad avaient déjà à l'époque prévu cela. Donc les gens doivent vivre ensemble. C'est les partis politiques, c'est les hommes politiques en manque de notoriété qui prennent cela comme une arme, tout le temps en train d'agiter conflit agriculteur-éleveur, conflit agriculteur-éleveur. Les éleveurs et les agriculteurs, entre eux, ils savent résoudre leurs problèmes. Parce qu'ils ont des chefs de village, ils ont des chefs de ferry, ils ont des chefs de canton. Pourvu que ces gens-là fassent leur travail, je crois que le conflit va maintenant de plus en plus de moindre importance, parce que les gens ont compris que ce qui les agite, c'est pour la politique, c'est pas pour leur bien-être commun. En ce qui concerne le problème de 30 milliards de fonds des jeunes, je ne sais pas d'où vous détenez votre information sur les banques, mais si vous les citez, le ministre des Finances et les ministres en charge de la jeunesse seront saisis à l'effet de résoudre ce problème. S'il y a des banques aujourd'hui qui disent que malgré qu'il y a eu cette convention dans cette salle, malgré qu'il y a eu toutes ces rencontres-là, malgré que l'Assemblée elle-même s'est réunie sur le problème, malgré que ça a été décidé, mis en place, adopté en Conseil des ministres, s'il y a encore des banques qui sont réticentes, eh bien il faut dénoncer ces banques-là. Les deux ministres doivent prendre leurs responsabilités pour pouvoir régler le problème. Autrement dit, le fonds est disponible et il suffit simplement que les jeunes montent des projets bancables. Ce n'est pas de l'argent partagé comme ça. C'est sous forme de projet bancable. Si le projet est bancable, eh bien l'argent est disponible, à ce que je sache. D'autres questions? Nous avons constaté que ces tracteurs octroyés aux populations tchadiennes ont pris d'autres destinations. Ce sont les généraux, les préfets ou bien les gouverneurs qui ont détenu ces tracteurs-là, sous les regards impuissants des agriculteurs et puis de la population. Alors, monsieur le SG, quelles propositions ou bien quelles sont les recommandations, mais quelles recommandations le MPS pourrait faire au président de la République pour que ces agriculteurs-là aient au moins des tracteurs? Ma deuxième question est relative aux inondations. Le chef de l'État, le maréchal Idrissa Déby Itno, a dans toutes ses campagnes plaidé pour le bien-être de la population tchadienne. Mais malheureusement, N'Djamena vit toujours au rythme des inondations. Alors, quelle est la solution ou bien la proposition là aussi que pourrait faire le MPS pour qu'il n'y ait plus des inondations?
Et la troisième préoccupation est relative aux mesures barrières que vous avez parlé. Finalement, en ma qualité de journaliste, je constate que le MPS, bien les militants de MPS ont foulé au pied la distanciation sociale. Monsieur SG du MPS, objectivement parlant, en votre âme et conscience, est-ce que vous êtes réellement satisfait du bilan de ce mandat qui est en train de s'achever? Parce que là déjà, quand on essaie de jeter un regard rétrospectif sur ce mandat, le président Déby a d'abord entamé ce mandat avec une crise. Je voudrais parler de la crise économique de 2016. Nous avons assisté au délestage des salaires sur les salaires des fonctionnaires du secteur public. Et là, les chantiers étaient encore aux arrêts. Le système éducatif n'est pas du reste. Je vous renvoie à revoir le rapport d'enquête parlementaire présenté par les élus du peuple sur le système éducatif. Alors, au vu de ces quelques exemples, objectivement parlant, M. le SG, est-ce que vous êtes vraiment conscient que le MPS présente un bilan assez exhaustif au cours de ce mandat qui est en train de s'achever? Deuxième question, M. le SG, les actions de la première dame, Ida Déby, nous, à travers la Fondation Grand Cœur, être remises en cause par certains partenaires. On l'accuserait d'avoir imputé sur certains ministères qu'elle a monopolisé, sans parler de certaines activités dédiées à certains ministères. Alors que dites-vous de ces critiques à l'égard de la première dame à travers la Fondation Grand Cœur? Merci. Toute autre personne à la place d'Idriss Déby aujourd'hui, depuis 2016, toute autre parti à la place du MPS et de ses alliés aurait lamentablement échoué. Quand le président a été élu, les ressources essentielles de notre économie, de nos finances, étaient les ressources du pétrole. Le prix du baril était à $110. Dès que nous avons fait l'investiture dans cette salle, le lendemain, le prix du baril est tombé à $30. Or, nous étions au mois d'août. Le budget est fait pour tenir compte de toute l'année. Au mois d'août, nous n'avons plus de ressources pour pouvoir continuer nos activités, les activités du quinquennat. Qu'est-ce qu'il fallait faire? Eh bien, Idriss Déby, son gouvernement, le MPS et ses alliés ont réfléchi pour dire qu'il nous faut les 16 mesures drastiques que nous avons connues. À l'époque, nous avons dit que la pilule était amère. Mais mieux vaut prendre cette pilule-là, amère, qui va soigner plus tard, que de ne pas prendre la pilule et se trouver au cimetière. C'est ce qui s'est passé. C'était très difficile. Toute autre personne à la place du président de la République, tout autre parti, je le répète, à la place du MPS avec ses alliés, n'aurait pas tenu le coup. Vaille que vaille, le Tchad a marché. Vaille que vaille, les salaires n'ont pas été coupés. C'était les avantages au-dessus du salaire qui étaient coupés, pour ceux qui ne font pas la différence. Et aujourd'hui, malgré que nous ne sommes pas sortis de la crise, tout a été rétabli, y compris les AGS, pour les fonctionnaires, pour les travailleurs. Voilà pourquoi je suis content. Deuxièmement, nous n'avons pas connu la famine pendant ce temps-là. Malgré la crise, nous n'avons pas connu la famine qui est une autre forme de crise. Et aujourd'hui, les chantiers sont en train de reprendre, le Tchad est en train de se mouvementer parce que c'est une dynamique. Donc le quinquennat a été difficile, certes, je l'avais dit, mais nous sommes satisfaits du bilan parce que nous avons tenu le choc. Nous avons tenu le choc. Et quand vous parlez de l'enquête parlementaire de l'Assemblée sur l'éducation nationale, c'est le système éducatif qui a été audité. Faut-il changer de système? Faut-il continuer avec le même système? C'est ça qui a été audité. Ce n'est pas à cause de la crise de 2016 que l'éducation nationale a été auditée par les parlementaires. L'éducation nationale existe. Nous allons avoir 60 ans d'indépendance. Ce n'est pas simplement sous ce quinquennat que l'éducation nationale je ne sais pas moi, a décliné ou bien
n'a pas fonctionné. Ce qui a été fait, comme vous dites, c'est l'ensemble de ce qui se passe. Et il ne faut pas le prendre comme si c'est dans le quinquennat et que c'est ce quinquennat simplement qui a amené le problème. C'est pas vrai. C'est pas comme ça qu'il faut le prendre. Et surtout que vous êtes journaliste à la Télé 4, lisez un peu les événements et regardez la rétrospective que vous faites vous-même. Quand vous nous montrez des images, quand vous nous montrez à la télé, quand vous diffusez à la Télé 4 les bienfaits de ce quinquennat, bon, vous êtes peut-être responsable de ce que vous dites, mais je ne suis pas sûr que cette question-là, vous la pensez. Quand vous me posez la question de savoir à mon âme et conscience, mais oui, je suis conscient que vraiment le Tchad a fait un bond en avant. Et que nous n'avons pas failli. En ce qui concerne la question du journaliste de GA FM, il vous souviendra qu'il y a 2 mois, je crois, la ministre qui était en charge de l'agriculture, qui est actuellement en deuil à Koumra, mais qui est la secrétaire générale du MPS premier adjointe, a été interpellée à l'Assemblée à l'effet de donner des explications sur ces 1000 tracteurs. Si vous comprenez par rétrocession des tracteurs à chaque paysan, ben, il nous faut des millions de tracteurs. La rétrocession des tracteurs, ça obéit à certains critères qui sont entre autres les groupements. C'est ceux qui forment des groupements qui ont des tracteurs pour aller labourer. Si chaque paysan doit avoir un tracteur, le problème est mal compris. D'aucuns disent des généraux, des préfets, des gouverneurs. Oui, mais s'ils ont des groupements, est-ce qu'ils n'ont pas le droit de cultiver? Est-ce qu'ils n'ont pas le droit d'exploiter la terre? Toute personne qui peut exploiter la terre. Aujourd'hui, il y a des gens qui, dans le cadre agro-industriel ou agroalimentaire, utilisent 10, 15, 20 tracteurs achetés par eux-mêmes. C'est pour le bien-être du peuple tchadien. Donc il faut toujours positiver quand il y a un acte. S'il y a des tracteurs qui ont été rétrocédés et que ces tracteurs-là ont été vendus à l'étranger, en ce moment-là, l'Assemblée nationale est là pour pouvoir se lever parce que c'est elle qui a interpellé la ministre. L'Assemblée nationale doit se lever pour dire non, ce qui a été rétrocédé, ça doit servir à la culture ici dans notre pays. Ça ne doit pas sortir du pays. Mais si vous n'avez pas la preuve que la personne qui a eu le tracteur ou qui l'a acheté, parce qu'il y en a qui l'ont acheté, surtout, même la rétrocession n'était pas gratuite comme telle, c'était contre un prix qui a été fixé. Et dans ce cadre-là, s'il y a des manquements, en ce moment-là, on parlera. Mais je ne pense pas qu'il faut critiquer, surtout que nous sommes en mois d'août, donc ça s'est fait depuis le mois de juin, je crois, mais juin, nous ne sommes pas encore sortis de la saison des pluies, attendons le résultat pour pouvoir en discuter. Vous parlez des inondations. Les inondations font partie, dans le cadre de la gestion d'un gouvernement, il y a des termes appropriés. C'est soit des inondations qu'on appelle des catastrophes, soit c'est des calamités, soit. Donc il y a des plans d'urgence qui se décident par le gouvernement quand il y a des cas comme ça. Mais en ce qui concerne la ville de N'Djamena, je donnais quelques explications tout à l'heure à ceux qui étaient avec moi dans la salle d'attente. Il y a des arrondissements aujourd'hui qui se sont formés sur des marécages. Et ce n'est pas l'État lui-même qui l'a voulu. Ce n'est pas le gouvernement qui l'a voulu. Parce que le gouvernement a le devoir, dans son plan de la politique de la ville et surtout de l'aménagement du territoire, viabiliser d'abord un endroit avant que la population ne se déplace. Mais là, les gens ont habité, comme on le dit en arabe, Ashwaï, puisque c'est pour GA FM, vous pouvez mettre ça, Ashwaï, les gens, moi je regarde Ashwaï, Filbakan. Et après, ils vont appeler la mairie ou ils vont appeler le gouvernement pour dire venez nous faire des rues, venez nous faire des canalisations. Mais ça s'étudie. Ça s'étudie parce que pour créer un quartier, pour créer une ville, on étudie le bassin versant. Vers où coule l'eau? Les eaux pluviales coulent vers où? Est-ce que c'est dans la direction qu'il faut ou bien c'est dans un marécage? Si c'est dans un marécage, il faut d'abord faire des aménagements avant que les gens n'y habitent. Et là, nous avons mis la charrue avant le bœuf et tout le temps, on va d'abord s'installer et puis après on dit
au gouvernement, oui, mais vous n'avez pas pensé à ça. Je vous parle parce que j'ai été maire de la ville de N'Djamena. Et je connais le schéma directeur de la ville de N'Djamena, je connais le bassin versant de la ville de N'Djamena. Donc il y a aujourd'hui des arrondissements en entier qui nécessitent vraiment un nouvel réaménagement, avec une politique de la ville bien indiquée. Qui qu'il soit comme maire aujourd'hui, dans cette situation-là, ne pourra pas s'en sortir. Il faut des études et il faut que la population participe. Je n'anticipe pas sur ce qui devrait se faire, mais je crois que réellement c'est ça la vraie question. Quand quelqu'un va s'installer à Harangadji, par exemple, en 1970-75, quand M. Tombalbaye a fait le dernier schéma directeur de la ville de N'Djamena, Harangadji n'est pas pris en compte dans l'aménagement de la ville. La ville devrait progresser comme ça et s'arrêter à Lignan parce que même l'aéroport était à Lignan. Et depuis ce jour-là, il n'y a pas eu un autre plan directeur. Je parle sous le contrôle de M. Oumar Saramadi, qui a été pendant longtemps le directeur de la voirie, et je vois dans la salle les différents maires de la ville de N'Djamena. Harangadji, qui était un village non aménagé, on vient, on dit, Bla Mantani, quand je construis, et le lendemain on dit non, la mairie ne s'est pas occupée parce que je n'ai pas de rue et je suis inondé. Ça ne peut pas aller. Il faut suivre un plan directeur de la ville. Et c'est comme ça que nous pouvons sortir des inondations de N'Djamena, mais c'est une autre étude et qui concerne beaucoup plus la commune de N'Djamena avec les services de cadastre et l'aménagement du territoire. En ce qui concerne la question sur les activités de la Fondation Grand Cœur, si les gens veulent critiquer pour critiquer, c'est autorisé. Mais chaque département ministériel a dans la politique générale du gouvernement un champ d'action. Et il n'est pas dit que dans le champ d'action, que les associations de la société civile ne participent pas. Il se peut qu'il y ait des associations qui sont des associations caritatives. Il y a des associations qui sont des associations de défense des droits de l'homme, et là personne n'en parle. Le ministère de la Justice s'occupe aussi des droits de l'homme. Il y a une prolifération des associations des droits de l'homme, chacun critique, chacun porte plainte, on n'en parle pas. Quand il faut transporter des tables-bancs pour aller les donner à des élèves, quand il faut prendre des médicaments pour aller les donner à des nécessiteux, quand il faut prendre des machines à coudre pour aller les donner à des jeunes filles mères qui n'ont pas de débouchés, il faut critiquer. Critiquer pour critiquer, c'est peut-être ça. Sinon, je ne sais pas s'il y a un ministère aujourd'hui qui peut se dire que on a marché dans mon domaine. Un ministère a un travail régalien consacré par la Constitution. Les associations ont aussi leur domaine d'activité consacré par la loi. Ne faisons pas d'amalgame. Ne faisons pas d'amalgame. Il se trouve que Grand Cœur a comme présidente la première dame. Donc toute action est critiquée. Mais il y a d'autres associations, d'autres fondations qui sont en dessous et qui font le travail qu'on ne critique pas, qu'on ne voit pas. Mais c'est bien qu'on critique. Mais simplement, il faut savoir donner à César ce qui est à César. Ce qui est bon est bon, ce qui n'est pas bon n'est pas bon. Mais en quoi aujourd'hui cela est gênant d'aller amener des arrosoirs, d'aller amener du matériel de jardinage à des femmes qui souffrent jour et nuit? Et nous sommes tous d'accord pour dire que nos mamans, nos sœurs dans les campagnes souffrent. Si le gouvernement n'a pas le temps ou bien n'a pas encore le moyen d'aller le faire, et que s'il y a une association, quelle que soit l'association, même si ce n'est pas Grand Cœur, qui va le faire, en quoi cela peut-il gêner? Donc, arrêtons ces critiques inutiles, mais s'il y a des améliorations, on est toujours preneur, même si vous avez posé la question au MPS, pas au Grand Cœur. Est-ce qu'on peut avoir d'autres questions, s'il vous plaît? D'abord, la mort de 44 prisonniers présumés membres de Boko Haram, dont les informations circulent depuis quelques jours, des rapports ont été publiés. Selon les autorités judiciaires tchadiennes, ces personnes sont décédées des suites de suicide collectif. Mais les rapports de la FTDH, de la CTDH et d'une institution mise en place par l'État, la Commission nationale des droits de l'homme, qui a pour mission donc
de veiller au respect et à la protection des droits humains remet en cause la thèse des autorités tchadiennes de suicide collectif. Les trois rapports disent clairement que ces personnes ont été tuées soit des suites de mauvaises conditions de détention ou encore d'un empoisonnement. Au regard du droit international, cela est assimilable à un crime de guerre. Quand on lit Maréchal du Tchad, Idriss Déby Itno, l'élévation à cette dignité découle donc de la victoire militaire de l'armée nationale tchadienne sur Boko Haram au lac Tchad. Et cette histoire est liée également à la mort de ces 44 prisonniers, dont les trois organisations, dont une est une institution de l'État, disent que ce ne sont pas des terroristes de Boko Haram. La deuxième question, je voudrais savoir pourquoi avoir choisi la date du 11 août, qui est une date historique, la proclamation de l'indépendance du Tchad. 60 ans après, aucune activité autour de ce 60e anniversaire, mais c'est plutôt l'intronisation du président Déby à la dignité du maréchal. Est-ce que le MPS ne se préoccupe pas de cette date historique? Dans son entièreté. Et les députés, ce n'est pas des gens qui réfléchissent, et comme ça, ils ont élevé le président de la République à un titre de maréchal du Tchad, parce qu'il a gagné Boma seulement. C'est la somme de l'ensemble de ce qu'il a fait. Moi, je connais cet homme depuis 40 ans. Dans ses activités de militaire et d'homme d'État. Je l'ai connu avant aussi, quand il n'avait pas de responsabilité d'État. Si vous avez vu, ou bien s'il y en a parmi nous qui connaissent le sacrifice qu'il a consenti, pendant qu'il était à l'aise sous un régime, il a tout plaqué. Il est parti. Il a perdu tout derrière lui. Il est revenu, il n'a pas été revanchard. Il n'a pas été revanchard. Parce qu'il y en a qui, si aujourd'hui on fait le devoir de mémoire, je dis bien si on fait le devoir de mémoire, n'oseront pas lever la tête. Ceux qui ont marché sur le sang des Tchadiens sont encore là, tapis quelque part. Parce que c'est eux qui ont utilisé le sang des Tchadiens pour parvenir à ce qu'ils sont. Mais les 44 prisonniers qui étaient décédés, les enquêtes sont les enquêtes. Les associations des droits de l'homme sont les associations. Il y a au-delà de cela une justice au Tchad qui va déterminer les responsabilités. Si ces commissions ou ces ligues ou ces associations de défense des droits de l'homme ont convenu que ce n'est pas un suicide collectif, mais c'est une accusation, s'ils amènent la preuve, la justice vérifiera et les responsables seront tenus comme responsables. Il n'y a pas de demi-mesure. Le Tchad est respectueux des droits de l'homme. Qui savait qu'il y avait des prisonniers ici, faits à Boma ou faits dans le lac? Si les gens voulaient les exécuter, mais ils le feraient là-bas sur place. S'ils les ont amenés comme prisonniers, il y a une cause à cela. Et ils ne peuvent pas. Je ne suis pas sûr. Et je le dis hautement, que dans une prison, dans une salle, moi j'ai fait la prison, je connais ce que c'est que la cellule. Dans une cellule, tuer tout le monde et dire que on peut sortir clean de cette affaire, je ne suis pas sûr. Mais il est tout à fait logique que les gens s'opposent. Logique que les gens s'opposent. Par contre, je n'ai pas vu la NTDH, je n'ai pas vu les autres associations aller là où Boko Haram est en train de tuer les gens pour dire que nous condamnons Boko Haram. Personne ne l'a fait. Les militaires qui meurent jour et nuit, n'ont-ils pas de famille, ne sont-ils pas des Tchadiens? N'ont-ils pas le sang, n'ont-ils pas le mérite d'être Tchadiens, n'ont-ils pas la citoyenneté tchadienne? Ça, on s'en émeut pas. Quand il s'agit de critiquer le gouvernement, on est vent debout. Libre à vous de le faire. Libre à vous de le faire. Mais comme je l'ai dit souvent, FM Liberté ne devenait pas radio de 1000 collines. Parce que vous savez attiser cela. Le gouvernement est en place, la commission des droits de l'homme est en place, il y a un ministère de la justice, il y a le chef de l'État qui est garant de l'ensemble de ce qui se fait dans le pays,
Si les conclusions sont comme telles, la justice est là pour pouvoir trancher demain. Mais nous, partis politiques, nous n'avons pas le droit de nous prononcer sur quelque chose qui est encore en cours d'enquête. Et arrêtez d'attiser. Mais je l'affirme avec force que le fait qu'Idriss Déby devienne maréchal, pour moi c'est même peu, parce qu'il n'y en a pas d'autres. Parce qu'il n'y en a pas d'autres. Et l'Assemblée nationale a mûri cela avant de le faire. Mais ce qui s'est fait le 11 août, mais c'est dans l'ordre des choses. C'est dans l'ordre des choses. Mais c'est l'information que vous n'avez pas, c'est qu'après la cérémonie, il portera toute sa tunique de maréchal pour venir présider ce qu'on appelle la prise d'armes du 11 août parce que c'est l'indépendance du Tchad. Il n'y a pas que cet événement-là. Il y a l'événement de l'indépendance qui doit se fêter. Et qui se fêtera ce jour-là par une prise d'armes, même si elle est légère à cause du coronavirus. Mais il viendra avec ses attributs de maréchal. Parce qu'il est maréchal du Tchad. Il n'est pas maréchal Idriss Déby Itno pour lui. Il est maréchal du Tchad. Et le Tchad a eu son indépendance le 11 août. Il est tout à fait normal. C'est à cause des mesures barrières que nous n'allons pas fêter cela. Mais ce n'est que partie remise, Inch'Allah, on le fera le 1er décembre. Avec les militants du MPS et ceux de l'Alliance pour fêter l'événement. Inch'Allah. Donc, je le répète encore, cette histoire de maréchalat, ne le ramenez pas à 44 personnes qui sont mortes en prison pour dire qu'on marche sur les sangs des Tchadiens. Le mot est trop gros et c'est trop fort. Et c'est trop fort. Il faut éviter de poser des questions à caractère sensationnel. Ça n'aidera pas. Le Tchad a besoin de la paix. Le Tchad a besoin de tous ses fils. Le Tchad a besoin de tout le monde pour pouvoir aller de l'avant. Vous êtes jeunes et la jeunesse aujourd'hui a sa place dans ce gouvernement du président. Donc, réfléchissez, soyez conciliants, essayez d'être tolérants, n'employez pas les termes à tort et à travers et essayez de chercher la vérité surtout. De 1960 à 1975, M. Karkat Moualbaï a produit 13%. Vous savez tout. Et de 1975 jusqu'à 1982, les deux chefs d'État qui ont précédé, ils ont produit 6%. Et de 1982 jusqu'à 1990, M. Hissène-Habré a produit 8%. Je parle sur l'indicateur du développement économique. Et maintenant, nous savons que M. Idriss Déby Itno, bientôt, il fera 30 ans. Et je vous pose la question en tant que secrétaire général. Pourriez-vous nous situer sur l'indice du développement économique depuis 1990 jusqu'à 2020? Ça, c'est ma première question. La deuxième question, elle est celle-ci, monsieur le secrétaire général. Depuis 30 ans, nous connaissons les efforts inlassables que son Excellence, monsieur le Président de la République, Idriss Déby, a effectués en mettant les Tchadiens et les Tchadiens dans une condition optimale. Et nous savons qu'aujourd'hui, je parlerai au moins, n'est-ce pas, des routes. Et N'Djamena, pour aller jusqu'à Léré, c'est un parcours du combattant. Et N'Djamena, pour aller à Moundou, c'est un parcours du combattant. 30 ans, monsieur le secrétaire général. Ou si vous voulez, 4 ans pour le dernier quinquennat. Que dites-vous? Merci. Je commencerai par la question du docteur de Africa Media, c'est ça? Docteur, vous avez bien fait de poser la question sur l'indice de développement et vous avez cité là de 60 à 75 ce que le président Tambalbaye a fait, de 75 à 80, de 82 à 90 et de 90 à maintenant. Quel est notre indice dans le cadre du développement? Vous avez bien fait de poser cette question parce que lundi prochain, c'est-à-dire dans 2 jours, le bureau politique du MPS et ses alliés auront une rencontre avec les responsables de la BEAC pour justement nous entretenir de cet indice de développement, de ce qu'aujourd'hui notre pays a comme balance commerciale,
de ce que notre pays a produit et de ce que notre monnaie est. Donc, après lundi, il y aura le porte-parole du parti et ceux des alliés qui donneront exactement ce qui se passe dans notre pays, parce que les chiffres sont jusqu'à 2016. Après 2016, comme il y a eu la crise, ils n'ont pas renouvelé, ils doivent le renouveler maintenant pour nous permettre d'avoir un autre plan et un autre projet de société pour la campagne future. J'en profite aussi pour vous situer sur les infrastructures routières et autres. Il n'y a pas très longtemps, il y a un marché qui a été signé entre le gouvernement du Tchad et une entreprise de la place pour bitumer Kelo-Pala. N'eût été cette histoire de la crise et surtout du coronavirus qui a arrêté tous les chantiers, ce chantier-là devrait débuter et votre cher Léré natal sera relayé par la suite, parce que il faut aussi vous dire que c'est par là aussi que notre économie entre, parce que c'est tout proche du Cameroun. La route Bongor jusqu'à Moundou, parcours de combattants, c'est un problème de reprendre un peu ce qui a été fait, mais quand cette route-là a été construite, il n'y avait pas d'autres routes au Tchad et c'était à l'époque une bonne chose. Maintenant, ça s'est dégradé et je crois que dans le cadre de la reprise, ce serait fait. Il y a une question qui a été posée par la voix de la femme sur la femme rurale. Il est bien entendu que ce sont les citadines qui encadrent les femmes rurales. Mais figurez-vous que nous sommes des partis politiques et nous savons comment ça se fait en brousse, dans nos campagnes. Les femmes sont très bien organisées. Les femmes sont mieux organisées que les hommes. Et aujourd'hui, je ne sais pas si Mme Maria Mamanour est là. Elle est là. J'ai écouté son débat il y a quelques 2 semaines, je crois, à la télévision Electron, et qui parlait de la formation des femmes leaders qui doivent aller à leur tour former les autres femmes au niveau des provinces. C'est exactement ça ce que je crois vous poser comme question, et c'est ce qui va se faire. Je crois que c'est dans le programme du CONAF, je crois. C'est ça? Du CONAF. Donc, nous les partis politiques, nous formons nos femmes. Notre présidente est là, la présidente de l'OFMPS est là. Nous formons les femmes pour galvaniser les gens, pour nous amener des voix. Les associations comme les CONAF et autres forment les femmes pour le développement. Donc chacun a son rôle. Nous, le moment venu, on leur demandera de voter. Mais celles qui sont chargées de les former sont là. Pour la question posée sur le bilinguisme, naturellement, je répondrai en français. Parce que j'ai appris le français. Je n'ai pas appris l'arabe. Mais si par contre vous me posez la question en arabe local, je répondrai. Parce que je comprends mieux la question. Vous vous évertuez à parler l'arabe littéraire. C'est fait pour ceux qui ont fait l'arabe littéraire. Notre population ne comprend pas ça. Mais l'application du bilinguisme est dans la Constitution. Nous sommes tenus de l'appliquer. Partout. Si on écrit, s'il y a des textes officiels de l'État qui sortent, s'il y a des nominations officielles de l'État qui sortent. Mais le bilinguisme n'est pas une traduction. Ce n'est pas tout ce qui a été dit en français qui doit se traduire forcément en arabe. Ce n'est pas tout ce qui est dit en arabe qui doit se traduire forcément en français. Le bilinguisme, c'est pour nous permettre d'avancer et de travailler. Le bilinguisme ne doit pas nous diviser. Vous avez tendance de dire qu'au MPS, on n'applique pas le bilinguisme. Alors, pour preuve, nous appliquons le bilinguisme. Voilà. J'ai ici une chemise où il est indiqué Mouvement patriotique du salut, Conseil national du salut, Bureau politique national, secrétariat général. Et en face, c'est traduit en arabe. Et en face, c'est traduit en arabe. Tous nos actes officiels sont comme ça. Mais au moment de s'adresser, qu'est-ce que c'est que la prise de parole? La prise de parole, c'est un acte qui vous permet de communiquer avec quelqu'un d'autre pour que vous vous compreniez. Mais si vous parlez sans vous comprendre, mais ça ne sert à rien de se parler. Mais oui,
Si je dois forcément m'adresser en arabe littéraire, je ne pourrais pas. Si par contre vous me posez une question en arabe local, je répondrai. Si moi je dois traduire un discours que je fais, je m'adresse dans la langue que je maîtrise mieux. Il y a des moments où je prends la parole au bureau politique en arabe local. Je ne traduis pas. Il y a des moments où je prends la parole en français. Il faut comprendre le bilinguisme comme ça, mais ne pas faire du bilinguisme comme si c'est une opposition entre les cadres qui sont des cadres arabophones et les cadres francophones. Ça ne marcherait pas comme ça. Il faut qu'on évite cela. Vous m'avez posé la question de savoir que tout ce qui est en train de se faire ressemble à une campagne. Mais évidemment, un parti politique est en campagne tous les jours. Quel est le parti politique qui doit dormir et se réveiller la veille des élections? Mais il ne gagnera jamais. Il ne gagnera jamais. Et c'est pour cette raison que je vais en profiter de ce micro-là. D'aucuns disent, et je l'entends, nous l'entendons tous là, que pour organiser les élections, le MPS cafouille. Qu'est-ce que le MPS va cafouiller? Le MPS et ses alliés ont peur de quoi pour cafouiller? Nous avons des cellules à travers tous les pays. Nous avons des cellules installées dans tous les villages. Nous avons des cellules installées dans tous les fériques. Le MPS n'a peur de rien. Parce que d'aucuns disent qu'il faut que les élections présidentielles et législatives soient couplées. Et que le MPS aurait peur de coupler ces élections. Ce n'est pas l'affaire du MPS. Le MPS est partant aujourd'hui pour le couplage. Si le CNDP et la CENI s'accordent pour nous dire qu'il est possible de coupler les élections législatives et les élections présidentielles, le MPS est partant. Le MPS est partant pour une seule raison. Parce que nous sommes prêts. Nous sommes prêts. Si techniquement la CENI peut organiser ces élections-là d'une manière couplée, si le CNDP qui est un creuset de dialogue politique s'entend sur la manière de faire parce qu'il y a l'opposition à la majorité, le MPS est prêt pour le couplage. Dès aujourd'hui. Dès aujourd'hui. Donc, ça doit en même temps être un message pour l'ensemble de nos cellules et de nos militants, profitant de cette question. Ne soyez pas surpris que la feuille de route qui est en préparation au bureau politique sorte avec le couplage des élections législatives et présidentielles. Nous n'avons pas peur. Et nous n'avons peur de rien du tout. Tout le monde a parlé de la faisabilité de la chose. C'est ce sur quoi le CNDP était d'accord. Le CNDP est tombé d'accord, nous avons suivi. Si aujourd'hui on nous ramène la question depuis quelques jours en nous rabâchant les oreilles que le MPS veut magouiller, que le MPS a peur, le MPS n'a pas peur, le MPS ne magouille pas, le MPS est partant pour les élections couplées. Ma préoccupation concerne beaucoup le secteur de l'eau. L'accès à l'eau dans le monde rural en tant qu'urbain, est-ce que c'est à quel pourcentage au 4e mandat et maintenant? Pouvez-nous dire exactement avec des chiffres, puisque vous avez fait des bilans narratifs, est-ce qu'on peut savoir à combien de pourcents les Tchadiens urbains de la ville et du monde rural ont accès à l'eau potable au 4e mandat et actuellement? Ma deuxième préoccupation, c'est par rapport aux femmes. L'octroi des tracteurs, combien de femmes ont reçu les tracteurs? Parce que le MPS fait la politique de la femme. Et combien de femmes ont eu ces tracteurs? Je vous remercie. Le 14 avril dernier, le chef de l'État avait pris une batterie de mesures, parmi lesquelles le déblocage de 25 milliards de francs CFA pour accompagner les Tchadiens dans la lutte contre le coronavirus. Le partage a commencé, jusque-là, mais ça s'est arrêté en route. Jusque-là, on ne voit plus rien. Quel est le problème? Un autre problème, les brasseries du Tchad, ça c'est une question d'actualité, ont fermé les portes, surtout les brasseries de Moutou. Des milliers de Tchadiens qui travaillent sont en chômage. Quel est le problème exact des brasseries du Tchad? Il y a une question qui a été posée sur l'accès à l'eau. Nous avons tout à l'heure répondu que l'eau va encore être au centre du prochain quinquennat. Parce que si vous prenez la carte du Tchad et que vous essayez un peu de regarder
la géologie, il y a en dehors de Massaguet, au-delà de Massaguet, jusqu'à la frontière avec le Soudan, et ici aussi dans une zone qu'on appelle Pala et autres, et même Baïbokoum, c'est ce qu'on appelle des zones de socle. Donc la nappe phréatique n'y est pas. Si vous pouvez faire un forage à Laï à 1 million, vous ne pouvez pas faire un forage à Mhadjar même à 10 millions. Donc les moyens font défaut et il faut des moyens colossaux pour que tout le monde ait accès à l'eau. Jusqu'à la rentrée de 2012, le ministère de l'eau était à 58%. Depuis lors, il y a le coronavirus qui est venu s'installer. Et comme je vous l'avais dit tout à l'heure dans mon introduction liminaire, cette question de l'eau et de l'assainissement restera encore au centre du prochain quinquennat parce qu'il faut investir des moyens colossaux pour y parvenir. Ce n'est pas à la va-vite qu'on peut faire. Vous m'avez posé la question, quelqu'un m'a posé la question de savoir combien de femmes ont eu des tracteurs. Bon, moi j'appellerais ça détail. Ça c'est des détails, ça ne concerne pas le MPS. C'est une question qu'il faut poser au ministère de l'Agriculture qui a les chiffres et qui vous dira quel est le nombre de femmes ou bien des groupements de femmes et le groupement des hommes. Ça c'est ce qu'on appelle des détails. Sur la contingence qui nous a frappé et l'annonce du président sur les 25 milliards. À moins que vous ne suivez pas l'actualité. Si vous suivez bien l'actualité, il y a eu à chaque rencontre du président avec le comité qui était chargé de cela, des avancées et on présentait le bilan à chaque fois. En ce qui concerne la santé, tout ce qui a été investi pour la santé. En ce qui concerne l'agriculture, tout ce qui a été investi pour l'agriculture. Et en ce qui concerne aussi les forces de défense et de sécurité parce qu'ils font aussi le même travail. Donc ainsi de suite. Et avant-hier, je crois que le bilan a été fait. Il sera disponible. Et même pour vous, pour votre propre information et pour l'information de la population, je crois qu'il y a le secrétariat du comité qui est au cabinet du chef de l'État qui peut disposer donc de ces documents-là pour que vous informez la population. Le problème de la brasserie du Tchad. Nous nous sommes intéressés parce qu'il y a un certain temps où nos militants nous ont saisi, ceux qui travaillent dans les brasseries, pour dire que les brasseries sont en train de fermer boutique. Nous avons cherché à comprendre et à savoir de quoi il s'agit. C'est un problème entre les brasseries du Tchad et les fiscs. Et c'est un problème de renouvellement d'accords d'établissement entre une entreprise et le gouvernement. Donc il n'y a aucun problème politique derrière. Quand vous dites principalement les brasseries de Moundou, les brasseries de Moundou ont toujours existé, depuis Gala d'ailleurs, et ça continuera à exister, mais c'est un problème entre l'entreprise et les fiscs. Il faut savoir aussi que l'entreprise que nous avons de Gala a changé de propriétaire. C'est devenu Castel. Donc quand on change de propriétaire, il y a des statuts qui changent dans les accords qu'il y a entre le gouvernement et les entreprises. Et il y a ce qu'on appelle les fiscs qui viennent, qui contrôlent, qui redressent une entreprise, etc. C'est ça le problème et le problème de l'accord d'établissement. Mais ce n'est pas un problème politique qui peut vraiment nous engendrer d'autres problèmes. Messieurs et mesdames, les journalistes, nous avons parcouru globalement toutes les questions liées au mandat, toutes les questions de l'heure, les questions d'actualité. Nous n'allons pas encore continuer en longueur pour vous prendre le temps et surtout à ces éminentes personnalités qui ont bien voulu laisser leur travail et venir de continuer à parler. Nous nous sommes compris et je souhaite bonne chance à tout le monde. Je souhaite que notre union avec l'Alliance, dans l'Alliance, continue. Je souhaite plein vent à notre président qui est le maréchal du Tchad. Je souhaite aussi que chacun d'entre nous continue à appliquer les mesures barrières qui sont édictées par la pandémie et donc pour le bien-être du peuple tchadien. Je vous remercie.